Voilà. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous avez aimé le petit lunch qui vous a été offert. Alors, on va reprendre pour pas prendre trop de retard sur la prochaine présentation sur les crypto-monnaies. Alors, c'était Jean-Philippe Brochu qui devait faire la présentation, mais on a son remplaçant qui est probablement meilleur que lui. On ne lui dira pas. Mais Jonathan Forté, qui est PDG de Blockchain Lab, qui va nous parler des différentes crypto-monnaies. Alors, je laisse la place à Jonathan. Merci. Salut tout le monde. Jonathan Forté chez Blockchain Lab, c'est une entreprise qu'on fait construire depuis 6 ans. On est réellement dans le monde du mining et du farming. On est à Québec, sur la Rive-Sud. Pour nous, c'est important de supporter des projets de crypto-monnaie au niveau du mining, donc Proof of Work, Proof of Stake. Puis aujourd'hui, on m'a demandé de parler de crypto-monnaie en général. Il y en a tellement. Il doit y avoir entre 500 et 1000 projets réellement sérieux, puis en tout, plus de 5000, des nouveaux joueurs à chaque jour. Donc, j'ai créé des catégories de crypto-monnaies. Puis pour chaque catégorie, je vais présenter 2-3 crypto-monnaies. Puis, pour commencer, je voulais juste expliquer la différence entre une crypto-monnaie, pour moi, et un token, pour le monde de la tokenisation. La crypto-monnaie, c'est vraiment un protocole comme Ethereum ou Bitcoin qui a des blocs, qui offre une certaine blockchain avec certains paramètres, qui permet de créer on top certaines applications comme le transfert d'argent. Un token, c'est vraiment plus relié à une utilité comme un crédit pour pouvoir utiliser une application, ou carrément un token pourrait représenter une action d'une entreprise. Les catégories que je vais présenter, c'est la première, c'est la décentralisation des paiements et des transferts de valeur au travers des crypto-monnaies. La deuxième, la décentralisation des applications. Ensuite, la décentralisation des données et d'Internet. C'est un sujet qui est de plus en plus en train de grandir depuis 2 ans. La décentralisation des infrastructures. Je parle carrément de la méthode d'échanger Internet entre 2 ordinateurs. Actuellement, les villes utilisent des backbones qui sont encore très nécessaires. Ça permet d'échanger des données rapidement entre Montréal et Québec pour ensuite atteindre vos téléphones, par exemple. Il y a certains acteurs qui espèrent un jour réussir à les décentraliser. Ça ferait partie d'un des buts ultimes des crypto-monnaies, parce que si on veut créer un support qui est entièrement autonome et qu'aucun gouvernement peut agir dessus, les backbones restent un certain contrôle pour eux. Ils peuvent filtrer de l'information qui passe dessus, donc décentraliser les infrastructures. C'est quelque chose qu'on parle. C'est quelque chose qui ne se passera pas avant des dizaines d'années probablement, parce que ça a pris beaucoup plus que ça les construire. Puis nos besoins en termes d'infrastructure sont absolument énormes. Donc, c'est de rêver de dire que demain, il va y avoir une crypto-monnaie qui va décentraliser tout ça. Puis le dernier, je vais parler un peu des crypto-monnaies stables et des projets qui essaient de créer un coin qui a toujours la même valeur, qui peut être utilisé dans certains cas que j'expliquerai. Paiement et transfert de valeur. J'en ai choisi 3, Bitcoin, Ripple et Dash. Bitcoin, tout le monde le connaît. De plus en plus, on en parle comme un stockage de valeur parce qu'il est un peu limité sur son nombre de transactions par seconde. Donc, les gens vont soit utiliser le Bitcoin pour stocker beaucoup de valeur ou échanger beaucoup de valeur. Certains vont le faire à petit niveau, mais des transactions qui coûtent plus d'$1, des fois 40$ dans les roches, c'est impensable pour gérer un petit achat qui coûte 10$, plus les temps de délai. Mais par exemple, ils sont en train de travailler sur ce qu'ils appellent une update, on parle de Lightning Network. Le Bitcoin va bientôt être, on pense en 2019, capable de supporter des milliers de transactions par seconde et redevenir un support qui peut remplacer une monnaie. Selon moi, c'est son dernier objectif à atteindre pour nous convaincre qu'il peut remplacer une devise comme le dollar américain, parce tantôt on parlait un peu de réseau Visa qui est en place. Il est capable de gérer des centaines de milliers de transactions par seconde. Bitcoin doit atteindre ça. Son Lightning Network, qui arrive l'année prochaine, va régler ce problème-là. Actuellement, on est déjà capable de le tester. Nous, on l'a testé de notre côté aussi, mais vu que c'est pas fini, il y a des problèmes à réfléchir encore, que les développeurs sont en train justement de nous proposer des solutions. Juste vite fait, comment ça fonctionne. Exemple, Amazon voudrait utiliser le Bitcoin pour son réseau. Il ne peut pas actuellement. Il génère plus de transactions par seconde que ce que le réseau peut offrir. Il pourrait ouvrir son propre channel de Lightning Network
pour gérer à l'interne ces transactions-là, puis à la fin, mettre dans la blockchain seulement le résultat de toutes ces transactions. Pour dire simple, c'est un peu ça. Ripple s'oriente vers les entreprises, les banques, sur les transferts internationaux de très grande ampleur. Ils ont un service, puis même une présentation de comment utiliser Ripple très orientée vers les entreprises. Puis on a déjà vu l'année dernière des premiers transferts entre deux banques, puis même des compagnies comme IBM qui vont les suivre beaucoup. C'est Dash que je voulais plus parler ce matin. C'est une crypto-monnaie quand même d'une bonne ampleur, qu'on ne parle pas beaucoup. C'est eux qui ont inventé ce qu'on appelle des masternodes. Dans ce temps-là, ils s'appelaient Darkcoin. Puis, tranquillement, ils se sont rendus compte qu'il y avait de la popularité, puis le nom Darkcoin n'était pas un nom pour monsieur, madame, tout le monde. Ils ont changé pour Dash, qui est cash, avec D, pour décentraliser. Des masternodes, ce que ça fait, c'est en gros, il y a un réseau de plus de 10 000 ordinateurs qui possèdent chacun 1000 coins de cette crypto-monnaie-là pour s'activer. Ils sont capables d'émettre des transactions en 1,3 secondes validées. Sur ça, ils ont construit une machine distributrice de coke qui ont branché un paiement Dash que tu passes avec ton téléphone devant, puis en 1,3 secondes, le paiement est validé, puis la canette de coke va descendre. C'est juste pour présenter que pour les commerçants actuellement, d'accepter un paiement Bitcoin pour payer un café, c'est pas possible. Sur des réseaux de ce genre-là, ça devient possible. Les masternodes permettent d'offrir beaucoup plus que juste des transactions plus rapides. Ils sont en train de faire une suite décentralisée capable de remplacer l'avantage que PayPal offre à ses commerçants, mais aussi à ses clients. On parle de la sécurité du consommateur, mais aussi la sécurité du commerçant. Dans le but de ne pas se faire voler. Ils ont des règles précises à respecter. Puis, si tu suis toutes les règles dans PayPal ou ceux qui voudraient l'utiliser avec Dash, le commerçant se ramasse, qui est sûr qu'il va avoir ses fonds. Ce genre de système-là, ce qui est avantageux, c'est qu'on parle beaucoup de « merde, j'ai envoyé le mauvais montant, qu'est-ce que je fais? » Mais sur des systèmes comme ça, décentralisés, mais ça règle ce genre de problème-là. Il y en a d'autres que j'aimerais introduire rapidement. Il y a Monero ou Zcash qui sont des crypto-monnaies qui veulent rendre le plus anonyme possible les transactions. Dans Zcash, on peut faire une transaction qui appelle de type Z, on ne peut pas savoir le montant qui s'est transigé entre deux de ces adresses-là. Monero, lui, il mélange un peu tout ça dans un genre de groupe qu'ils ont créé, puis ils pensent, certains, qui vont même plus loin, qu'on ne sait même pas ce qui s'échange. Pour ne pas suivre les transactions. Parce que si on ne sait pas le montant qui s'est échangé entre deux adresses, on sait quand même qu'il y a eu un montant échangé entre deux adresses. Donc on peut demander de dire, donne-moi ton historique, parce que le gouvernement va devoir imposer quand même ses règles. Petite parenthèse sur le gouvernement, crypto-monnaie, parce que ça, c'est vraiment de l'échange de valeurs. Puis souvent, on parle de gouvernement en même temps. Un peu, je l'appelle le combat qu'on fait, c'est pas dans le but de ne pas respecter les règles de place. On mine beaucoup, on échange beaucoup de sous, puis on respecte nos règles quand même. C'est de rajouter une certaine liberté dans le contrôle de notre argent. Selon nous, on ne pense pas que des entités comme les banques ou les gouvernements devraient avoir un argument de poids de dire qu'ils peuvent saisir les comptes d'une entreprise parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'une entreprise fait. Selon moi, si tout le monde se met à utiliser la crypto-monnaie dans Bitcoin ou peu importe, le gouvernement va juste s'ajuster sur à quel endroit il récupère ses sous. L'imposition devient trop tard pour lui dans un modèle complètement automatique. On pourrait parler plus d'une taxe en temps réel chez les commerçants qui acceptent la crypto-monnaie, que automatiquement le ministère du Revenu recevrait sa part parce qu'il y a eu un achat qui a été fait dans un commerçant qui a ajouté Bitcoin avec des règles locales qu'on se met. Peu importe ce qu'on va inventer, ils vont juste changer l'endroit où ils récupèrent leurs sous. Une deuxième grande catégorie, c'est les applications, les contrats intelligents. Il y a Ethereum, qui est le plus populaire. Il y en a un autre qui s'en vient de plus en plus grand, qui est Neo. Un des avantages que je vois en tant que programmeur, c'est le fait qu'on peut programmer son smart contract dans des langages de programmation qu'on connaît déjà, contrairement à Ethereum, qui demande d'apprendre quelque chose de nouveau. Puis, il y en a un nouveau, qui est Zkilla aussi, qui permet de faire des smart contracts. Ethereum permet, entre autres, grâce au smart contract, de créer des tokens. Puis après, on peut imaginer de tokeniser. En ce moment, on est en train de vivre une aventure chez Laboratoire Blockchain qui est de tokeniser complètement l'entreprise. C'est-à-dire que toutes les actions d'entreprise vont être représentées par des tokens. Des smart contracts vont gérer les revenus puis la distribution des revenus au travers des fournisseurs. Les fournisseurs devront être payés aussi en crypto-monnaie.
En 2019, notre entreprise va fonctionner 100% sur des réseaux comme Ethereum pour la gestion de ses revenus, de ses dépenses, de ses profits entre tout le monde. Données Internet, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est dur de convaincre les gens qu'on va décentraliser l'argent de tout le monde. Mais de convaincre les gens qu'on va décentraliser les fichiers, c'est quelque chose qu'on se rend compte que la masse accepte de plus en plus rapidement. Un exemple, Storj, c'est l'équivalent d'un genre de Amazon S3 ou Google Drive ou Dropbox qu'on connaît un peu plus, qui permet d'héberger des données au travers d'un nuage décentralisé de ce qu'on appelle pas des mineurs, mais des farmers, qu'on a utilisé comme terme quand on supporte des données. Si chez vous, votre film Netflix provient d'un réseau décentralisé, ce n'est pas quelque chose qui est important pour vous, contrairement à savoir si votre argent est géré dans un réseau décentralisé. Storj peut offrir des prix d'hébergement de données à 1/3 environ des prix de les mettre sur Google Drive ou sur Amazon S3, avec une qualité supérieure au niveau de la vitesse et de la sécurité. Pourquoi? Il y a 15 employés chez Storj. Il doit en avoir au moins 60 000 chez Amazon pour supporter le même type de service. C'est-à-dire que si vous avez un fichier pour votre entreprise qui est dans Storj, puis vous accédez au fichier, ça vous coûte une fraction de scène, automatiquement, cette scène-là va vers le mineur ou le farmer qui supporte le réseau. Il n'y a pas un intermédiaire entre les deux. Donc, même la personne finale qui offre le service peut très bien gagner sa vie en hébergeant les données de monsieur, madame, tout le monde. C'est très sécure. En gros, quand vous envoyez un fichier dans Storj, le fichier est réparti en plusieurs milliers de fragments selon sa taille. Chaque fragment est distribué sur des nodes partout dans le monde, avec un nombre de réplications qu'on peut choisir 6 par défaut. Si une node se déconnecte, automatiquement, une 6e node va héberger le fragment pour assurer la résistance. Puis, si jamais votre fichier devient super populaire, exemple, c'est une vidéo YouTube qui devient extrêmement populaire, le nombre de nodes va se répliquer, le temps de répondre à la demande, puis va se redevenir à 6 si jamais la demande disparaît. Tron, j'en parlerai pas beaucoup, mais c'est un projet qui vient d'Asie, qui, eux, veulent décentraliser Internet. Mais je vais prendre plus de temps pour MedSafe. MedSafe, ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent sur réussir à sortir leur réseau. Ils ont commencé avant que Bitcoin devienne populaire, puis se sont intégrés dans le monde de la crypto-monnaie parce que c'était un endroit idéal pour eux pour grandir. C'est eux qui ont fait le premier ICO, d'ailleurs, il y a déjà quelques années. Puis MedSafe s'attaque à une couche extrêmement compliquée à enlever de notre technologie, qui est la couche DNS. C'est à chaque fois que vous écrivez un site web .com ou .ca, en réalité, il y a un registre quelque part de qui héberge cette infrastructure informatique-là. Puis ça redirige le service vers les bons serveurs pour répondre à ce que vous avez besoin, par exemple, pour récupérer vos courriels. C'est une couche super dangereuse à 2 niveaux. On peut attaquer cette couche-là facilement. On appelle ça un DDoS. Fait qu'il suffit d'envoyer tellement de données au serveur qui gère le routage qu'à un moment donné, il ne sait plus lesquelles sont les bonnes personnes, des mauvaises, puis plus personne n'est capable d'accéder aux ressources. La deuxième, c'est, on l'a déjà vu, WhatsApp, par exemple, a été fermé au Brésil pendant 24 heures par le gouvernement via cette couche-là. C'est une couche qu'on peut facilement bloquer dans une entrée de pays. Donc, MedSafe, au moins, est un projet qui se doit de réussir. Parce que si on est capable de retirer la zone DNS, ça mettrait les gouvernements au pied du mur, que le seul moyen d'arrêter un réseau comme Bitcoin ou peu importe ce que vous utilisez, ça serait d'éteindre Internet dans le pays. Éteindre Internet dans le pays, c'est un choix qui va être difficile pour eux. Donc, infrastructure, j'en ai parlé un peu. MedSafe, j'en reparle parce que la couche DNS, c'est un petit peu au niveau de l'infrastructure, de comment notre échange de données fonctionne. Mais SkyCoin, c'est un petit projet encore. Ceux qui veulent le suivre, les traders, c'est un market cap de 30 millions environ, fait que c'est un bon investissement. SkyCoin veulent développer carrément des outils, des routeurs ou des antennes qu'on installe un peu partout qui permettent d'échanger les données via une infrastructure qui n'est pas contrôlée par les grands acteurs, soit les gouvernements ou les grandes compagnies qui ont des licences pour le faire avec les gouvernements. Mais c'est un projet seulement à suivre. Je pense pour le moment, le défi est super gros. Surtout, je comprends que ça peut marcher très bien dans une ville dense comme New York, que tout le monde a les devices. Mais si tu essaies de voir comment qu'une petite ville de 400 habitants ait accès au réseau, ça devient difficile, surtout s'il y a 200 km entre les deux liens. Donc, il y a quand même des améliorations à faire. Crypto-monnaie stable. J'en ai choisi 3, excusez-moi. Tether, Hello Diamond, puis Maker avec, moi je dis DAI.
En fait, c'est des monnaies qu'ils disent que chaque coin est backé par quelque chose pour lui assurer de garder sa valeur. Dans le cas de Tether, ils disent que c'est backé par $1. Donc, un Tether vaut $1 tout le temps, ou presque. Le monde joue un petit peu, mais ça se recorrige tout de suite. Le Hello Diamond, leur coin s'appelle Diam Coin. Dans le fond, chaque coin équivaut à 1 carat. C'est une entreprise qui sont à Calgary, d'ailleurs. Les diamants sont à la place logique, qui sont en Israël. Puis Maker avec DAI, eux, ils se backent par des Ethereum. Ça veut dire que si tu es quelqu'un de full crypto, puis tu as confiance en la popularité, l'avenir de la crypto, c'est quelque chose que tu vas aimer. Chaque coin vaut $1, mais backé par de l'Ethereum. Donc, si Ethereum fluctue soit à la hausse, soit à la baisse, le nombre d'Ethereum backés en arrière change. Puis, tu peux participer à ce réseau-là en fournissant des Ethereum, des sortes de prêts au réseau dans lesquels tu peux apprendre à jouer pour gagner ton argent, si tu veux. L'avantage de des coins comme ça, il y en a plusieurs. Dans mon domaine à moi, on mine à chaque jour beaucoup de crypto-monnaies. On ne veut pas nécessairement, niveau finance-entreprise, de risquer une fluctuation parce qu'elle peut aller dans les deux sens. On peut backer une partie de notre argent dans un coin comme ça, dans le but d'être sûr que si aujourd'hui on a fait $1000 US, ça va toujours valoir $1000 US sans sortir du monde de la crypto. On ne veut pas toujours ressortir en canadien ou en euro parce que ça se peut qu'on ait besoin de réutiliser notre crypto dans le futur puis de faire le lien entre les deux. C'est quelque chose qui coûte des sous, puis c'est quelque chose aussi au niveau comptable qui demande des justifications qu'on ne peut pas faire tant qu'on ne ressort pas. D'autres cas, les traders, souvent que je parle, ils prennent l'avion pendant 18 heures, ils dorment beaucoup mieux dans l'avion quand ils ont backé une partie de leur argent dans des monnaies comme ça, ou même dans les vacances, on va le voir. Tether, en tout temps, il y a du 2 à 10 milliards de trading volume par jour de gens qui vont rentrer, qui vont sortir. Puis c'est ça, je suis allé un peu vite. S'il y en a qui ont des questions, il n'y a pas de problème. Oui, ben, merci pour la présentation. Alors, l'idée, c'était pas de faire une grosse conférence sur la crypto-monnaie. Le sujet est le sujet de la journée, c'est vraiment la blockchain, mais il n'est pas impossible de parler de la blockchain sans parler un petit peu des crypto-monnaies. Alors, je suis sûr que vous avez énormément de questions et on va accepter quelques questions maintenant pour Jonathan. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Je vais poser la première question alors. Vas-y. Alors, on parle de crypto-monnaie et je me fais l'avocat du diable parce que je connais assez bien le sujet, mais on parle de crypto-monnaies qui vont remplacer l'argent, le bitcoin, etc. Mais comment est-ce qu'on peut dire que ça va remplacer le bitcoin, ça va remplacer la monnaie actuelle ou les monnaies actuelles si jamais il y a tant de fluctuations comme ça, tant de volatilité dans ces différentes cryptos? Et là, tu as parlé de crypto-monnaies stables qui sont 1 pour 1 avec le dollar, mais c'est juste que moi, je ne connais pas, moi qui suis monsieur tout le monde, je ne connais pas ces crypto-monnaies-là. Fait que comment m'en sortir dans toutes ces crypto-monnaies avec une telle fluctuation, puis comment les utiliser finalement? Là, la fluctuation est super grande en ce moment parce qu'il ne faut pas oublier que le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain, c'est un monde qui est en train de se construire. Donc, il y a un prix basé sur la popularité ou les acteurs comme les mineurs qui supportent, mais il y a aussi un prix qui est sur la spéculation. Tant que les spéculateurs représentent une grande partie de la crypto, les coins non stables sont sujets à faire à chaque journée, des fois un changement de 30% d'un bord ou de l'autre. Bitcoin, moins parce qu'il est gros, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. Donc, en ce moment, les gens qui veulent embarquer dans la blockchain, le premier exercice qu'ils devraient faire, c'est lire sur au moins le top 50 de ce qui existe, puis commencer à comprendre c'est quoi les options qu'ils ont avant de choisir dans laquelle ils vont mettre de l'argent pendant longtemps, parce qu'il ne faut pas embarquer dans la crypto dans le but de faire de l'argent actuellement. Moi, ceux qui embarquent juste en disant « dans un an, je vais sûrement avoir 10 fois plus », c'est très risqué. Il faut le suivre, ce qu'on fait. Si vous faites ça, vous êtes rendu des traders, puis à chaque jour, vous devez lire ce qui se passe. Les gens qui veulent être dans la crypto, plus parce qu'ils veulent utiliser certains produits, devront acheter les bonnes cryptos aussi. Le site n'est pas le meilleur, mais si vous voulez le noter, il y en a un qui s'appelle CoinMarketCap, qui est très populaire. Si vous avez le temps de lire le top 50 ou même le top 500, c'est sûr que vous allez sortir de votre expérience en comprenant c'est quoi les grands projets dans lesquels qui touchent réellement à ce que vous avez besoin avec la blockchain.
Si vous, votre but, c'est vous voulez avoir de la crypto, puis garder votre valeur, par exemple, on parlait tout à l'heure des gens en Afrique, ils veulent. J'ai des cas de gens avec qui j'ai travaillé là-bas, puis en plein meeting, il a fallu qu'ils quittent parce qu'il y avait une attaque dans leur ville. C'est clair qu'eux, ils ont un besoin d'amener leur valeur dans un endroit stable. Les coins stables, j'en ai nommé quelques-uns, il y en a plus. C'est un très bon endroit d'être en crypto parce que si tu es en Tether ou en DAI, puis un marchand te dit cet après-midi, il faudrait que tu me payes 1 000 $ en Bitcoin, mais c'est une affaire de 4-5 minutes de changer ces DAI en Bitcoin, de faire le paiement. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas perdre, pas gagner, il faut qu'il s'informe un peu plus sur les coins de valeur. Mais il n'y a aucun site web qui va tout vous dire de A à Z, par où rentrer, quoi faire avec tout ça. Il faut commencer par lire ce qui existe. Il y a quelque chose, par exemple, quand même, qui s'en vient. Au Canada, c'est toujours plus lent parce que nos règles sont super intenses comparées à d'autres pays, mais il y en a un qui s'appelle Monaco. Ils ont changé pour crypto.com comme nom d'entreprise. C'est une carte qui est acceptée partout où il accepte Visa, qui, en temps réel, ça dépense ta crypto que tu as dans le portefeuille. Donc, il y a des outils comme ça qui arrivent. C'est un peu des outils juste pour gérer l'entre-deux, parce qu'en vrai, le jour qu'il va y avoir assez de monde en crypto, ces genres de compagnies-là vont disparaître. Mais en ce moment, on a besoin d'un genre de relais pour le commerçant qui veut avoir du canadien, toi qui veux rester en crypto. Ces cartes-là, il y en a plusieurs. Monaco, je la nomme parce qu'elle s'en vient dans les prochains mois ici. Merci, merci. Oui, une autre question ici. Ma question est plus sur les crypto-monnaies stables. On en voit apparaître beaucoup cette année, puis c'est quand même des investissements, en principe, qui sont très élevés pour garantir des centaines et des centaines de millions. C'est quoi l'intérêt des compagnies en arrière de cette C'est l'exchange crypto-stable-là, qui crée. En vrai, on le voit tout de suite dans, mettons, un coin comme Hello Diamond, il y a réellement un intérêt de faire ça. Si jamais, eux, ils ont les moyens financiers de backer 500 millions de dollars de crypto grâce à leur coin, ça veut dire qu'ils vont devoir acheter 500 millions de dollars de diamants ou faire des partenariats, en réalité. Mais à chaque fois qu'il y a du trading volume, du monde qui rentre, qui sort, ils doivent passer par une sorte d'exchange qui est un peu centralisé parce que ça doit acheter un vrai carrot de diamants en arrière. Donc, ils sont capables d'aller placer un frais, même s'il est minime, une fraction de pourcent. Ils sont capables de créer un trading volume complètement lié à eux. Tether aussi, probablement qu'il y a un frais quelque part dans toutes leurs transactions. Donc, c'est dans le but de créer du volume tout en offrant un service puis de faire l'argent dans le frais du volume. Donc, la commission, si on pourrait dire, C'est ça. Il va la chercher auprès du diamant ou quoi que ce soit, mais c'est pas il vient la Tether chercher auprès qui carrément du consommateur qui va acheter le coin. Si tu passes sur leur exchange pour acheter, chaque exchange, à chaque fois qu'on change un Bitcoin en Ethereum, il y a un mini-frais. Quand on va changer le Bitcoin en leur coin à eux, ils vont avoir le même genre de mini-frais, puis ils vont aller chercher ça. En gros, c'est sûr que je vois que les gens en arrière, ils essayent aussi de se créer des sortes d'exchanges parce qu'on sait bien que les exchanges de crypto-monnaies font beaucoup d'argent. Surtout si le Bitcoin crash ou monte, le volume par jour augmente tellement qu'ils se mettent à faire probablement des centaines de millions de dollars par jour avec ce mini-frais-là. Est-ce que ça fonctionne? Bonjour. Salut. Oui, je vais en partie répondre et après enchaîner sur une question pour vous. J'avais comme une toute petite expérience avec ces crypto-monnaies et l'utilisation principale que j'utilisais pour Tether, c'était justement quand il y a ce qu'on appelle les traders, on va dire la panique. Quand il y a une panique, ils attendent que ça passe, fait que les gens y achètent, ils convertissent, on va dire, Bitcoin en Tether. Ils attendent que ça chute, ça stabilise, ça reprend. Après, ils vont changer le Tether pour Bitcoin. Là, ce qu'on réalise, c'est que pour Tether, mettons, pour faire de l'argent aux autres, c'est que c'est pas toujours $1, mais c'est un 0,99 ou bien 1,001, 1,01 ou 1,02. Fait qu'ils font un 2%, 3%, dépendamment de la direction du marché. C'est pas toujours $1 pour le... Il y en a qui jouent avec cette scène-là. Là, ma question, c'est que à quel point c'est fiable de dire que USDT ou Tether est toujours égal à $1? On les prend, en fait, sur parole.
la Mais tu sais, compagnie. la question est bonne parce que Tether, je voulais pas embarquer dans le sujet, mais il y a une grosse polémique dans le sens qu'ils n'ont jamais montré leur compte en banque. Fait qu'on n'est pas sûr que réellement l'argent backé en arrière. Ils ont fait des audits qui nous disaient qu'il y avait l'argent en arrière. Mais il y a d'autres acteurs que j'ai vus dernièrement, comme à Amsterdam, backés par l'or, qui semblent vouloir le faire d'une façon beaucoup plus ouverte. Ou le diamant, mais là, après ça reste à vous de choisir. Est-ce que l'or, c'est plus stable que le diamant? Ça, c'est une longue discussion, là. Dans le fond, donc, on n'a pas vraiment de preuve qu'il y a Ben, comme les diamants ici, je les connais, puis eux, ils vont avoir une preuve en arrière, un vrai registre de diamants contrôlé, accessible via une entreprise d'ici. Merci. De rien. Ben, merci beaucoup pour Merci. la présentation. Salut. Alors, les crypto-monnaies, tout un sujet. Probablement, une bonne présentation sera à faire l'année prochaine. Alors, rapidement, pour ramener un petit peu dans le cadre de la technologie blockchain, si je peux me permettre, les crypto-monnaies sont vraiment... actuellement, les crypto-monnaies sont utilisées surtout dans des services financiers, dans le transfert d'actifs et dans la possibilité de vous assurer que vous possédez l'argent ou l'actif que vous avez. Parce que même l'argent que vous avez, le dollar que vous avez, ce n'est pas vraiment à vous. C'est la banque qui vous confirme que l'argent que vous avez, ben, ça vaut quelque chose. Il y a des pays en Afrique où, du jour au lendemain, la valeur de l'argent ne valait plus rien. Et donc, les personnes se promenaient avec des gros barils d'argent pour pouvoir acheter du pain ou quelque chose. Fait que ce que je veux en venir, c'est que vous avez des actifs que là, vous êtes sûr que vous avez toujours le contrôle sur ces actifs-là. Vous avez des actifs aussi qui ne dépendent pas d'une institution financière ou d'une institution gouvernementale. Elles dépendent du marché. Si jamais un 5 $, et là je prends l'exemple du dollar, mais si jamais un 5 $, je peux acheter du pain pour un 5 $, et que pour une raison ou pour une autre, le gouvernement ou l'institution financière qui est censée me confirmer que le 5 $ a toujours une valeur de 5 $ pour acheter mon pain, si cette institution financière faillit ou si le gouvernement tombe, normalement, je devrais toujours avoir le même pouvoir d'achat avec ce 5 $. Ce n'est pas logique que le gouvernement ou qu'une institution financière puisse fluctuer avec la valeur de ce dollar-là ou la valeur de ce montant-là, la valeur de cet actif. Les crypto-monnaies, ce qu'elles nous permettent, c'est d'avoir ce pouvoir-là et de le garder stable par rapport au marché. Ce qui veut dire que si une personne qui habite, donc je vais prendre l'exemple concret du Venezuela, si une personne qui est au Venezuela avait, je prends l'exemple d'un Bitcoin, un Bitcoin, c'est le marché qui va déterminer si jamais le Bitcoin vaut quelque chose ou pas. À ce moment-là, ça donne une certaine confiance dans le fait que ce Bitcoin-là, parce qu'à l'international, le marché donne une certaine valeur, et peu importe que la valeur descende ou pas, mais le marché décide de la valeur de cet actif-là. Et même si le gouvernement entre en guerre, et même si l'institution financière a fait une fraude, etc., il n'y a rien qui va faire en sorte que cet actif-là ne vaut pas la valeur qu'il devrait avoir. Le deuxième exemple que je vais vous mentionner, c'est un exemple je l'ai mentionné, sur le fait de ces intermédiaires de confiance qui entraînent de la lenteur sur le transfert d'argent et de rendre les choses dispendieuses pour transférer de l'argent. Qui rendent le transfert d'argent coûteux. Alors, une situation m'est arrivée, je vous l'ai dit, ma mère est en Europe et elle a fait un voyage en Afrique et elle est tombée malade en Afrique, dans un pays où c'est difficile d'envoyer de l'argent. Alors, j'avais deux possibilités. J'avais soit le choix de passer par une banque et que le transfert me coûte moins cher, mais prenne une semaine avant que ça arrive. Ou j'avais le choix de passer par une institution financière qui me faisait payer 10% du montant que je devais envoyer. Je voulais mentionner au début, fait que quand j'ai dû envoyer un 10 000 $ à ma mère, ça m'a coûté un autre 1 000 $ pour pouvoir lui envoyer ce 10 000 $ là. Pour que ça lui arrive très rapidement.
et très rapidement, c'est dans les quelques minutes. Avec les crypto-monnaies, plus besoin de passer par une institution financière parce que la sécurité de transférer l'argent et être sûr que ça arrive est aussi rapide que passer par une institution financière qui n'est qu'un intermédiaire. Je donne l'argent à quelqu'un pour qu'il le remette à une autre personne dans un pays, dans un autre pays. Et finalement, l'actif est juste une information. L'argent n'est juste une information. Le billet que vous avez dans votre poche, c'est quelque chose de physique. Mais en tant que tel, l'actif est une information qui est facile d'envoyer, qui est facile de transiger, aussi facile qu'un courriel. Fait que ça se fera l'objet de futures présentations. Mais je voulais terminer. Je m'excuse, j'ai pris 5 minutes. Donc, pour la suite de la journée, on va avoir une conférence qui va se donner ici à 1h30. La conférence va être sur les solutions blockchain pour les entreprises. Et je suis très content d'avoir Pascal Leblanc de Montel Technologies, Montréal, qui va nous expliquer ce domaine-là. Comment une entreprise peut entrer dans la technologie blockchain ou intégrer cette technologie-là avec les outils et services de la compagnie Montel Technologies. Et puis, nous allons avoir une autre conférence dans la salle Power Corporation sur la tokenisation des parts de marché. Alors, la conférence va être donnée par mon cher collègue Christophe Cognot. Alors, vous avez 25 minutes devant vous pour relaxer, prendre le temps de vous reposer, passer aux toilettes, et puis de choisir si vous voulez rester ici ou alors aller à l'étage du dessus. Alors, on se revoit dans 25 minutes, 1h30. Merci.